Ce qui a commencé par 24 heures s'est transformé en une demi-année. Dans un rappel à la réalité plutôt brutale, Donald Trump a déclaré qu'un délai de 6 mois était plus réaliste pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'ancien ministre ukrainien de l'économie, Timofey Milovanov, a déclaré à Euronews que cette révision du calendrier était un bon signe pour Kiev. The worst possible scenario would be surrender of Ukraine, and that's the 24-hour scenario, where basically, the US has leverage over Ukraine and the EU in terms of support, and doesn't have much leverage at the moment over Russia, which means accepting Russian demands and putting pressure on Ukraine to accept Russian demands. That's why the 24-hour scenario is the worst scenario possible for Ukraine. So the sign that they are talking now about 6 months or 3 months suggests that they will be building leverage over Russia, and that's why they need time. Ce levier de pression pourrait se mettre en place en coordination entre deux administrations américaines avec la dernière tentative de Biden de confisquer 300 milliards de dollars d'actifs russes. Now, but the news is not in the attempt to confiscate, but in the fact that it is last ditch suddenly, which is coordinated, if you look at the news, with the Trump administration. Basically, it's signaling to Russia that we're going to try to find leverage over you. And if you want your money back, we're willing to haggle over it. Pour Milovanov, tout cela indique que l'administration Trump évolue vers un scénario peu favorable à la Russie. Mais cela ne signifie pas nécessairement favorable à l'Ukraine et à son peuple. The reality is that we need to look at what people are willing to accept and what people are not willing to accept. What people are not willing to accept is a change of constitution, disarming of Ukraine, or ceding unoccupied territories. What are people willing to accept based on the surveys is some kind of temporary acceptance that we do not control the territories, so some kind of de facto reality. So people are willing to accept reality, but are not willing to surrender. Milovanov estime qu'en fin de compte, Poutine devrait vendre tout accord à la société russe comme sa victoire, tandis que Kiev doit le présenter en Ukraine comme une garantie contre de futures invasions. Et ces garanties exigeraient bien plus qu'une simple signature sur le papier, compte tenu des précédentes garanties promises puis rompues par la Russie, ajoute-t-il. Le chancelier allemand Olaf Scholz a été vivement critiqué pour avoir bloqué un plan d'aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine. S'exprimant à la télévision nationale plus tôt cette semaine, il a déclaré que cette aide ne pouvait être validée que si de nouvelles dettes étaient émises pour le financer, plutôt que des coupes dans les dépenses sociales. Mais lors d'une réunion avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ce vendredi à Berlin, il a réaffirmé que l'OTAN était essentielle pour la sécurité européenne. Mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands ist die NATO zu einem noch stärkeren Verteidigungsbündnis geworden. Gerade in Zeiten, in denen sich Russland immer aggressiver verhält, ist die NATO ein unentbehrlicher Garant unserer Sicherheit. Selon plusieurs médias locaux, de nombreux membres du Parti social-démocrate font pression sur Olaf Scholz pour que le gouvernement dépense moins pour des livraisons d'armes à l'Ukraine, compte tenu de la situation économique du pays. Après ses propos sur l'aide à Kiev, les opposants politiques ont accusé le chancelier allemand sortant de propagande électorale. Des élections anticipées sont prévues le 23 février en Allemagne, après l'effondrement de la coalition au pouvoir en novembre dernier. Des responsables des Nations Unies ont rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev jeudi pour discuter d'un nouveau plan d'aide humanitaire à l'Ukraine. À hauteur de 3,32 milliards de dollars, celui-ci a pour objectif de venir en aide à plus de 8 millions de personnes touchées par la guerre. L'ONU explique que le financement est destiné à soutenir l'assistance critique pour environ 6 millions de personnes vivant en Ukraine et à soutenir les gouvernements des 11 pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Thank you. And I really want to start there that we've been with you throughout this war, and we're here to demonstrate that solidarity. Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer dans la capitale ukrainienne. Les deux dirigeants ont signé un traité de partenariat de 100 ans qui vise à assurer la sécurité durable de l'Ukraine, notamment dans les domaines du commerce et de l'énergie.
Volodymyr Zelensky et Keir Starmer auraient également évoqué l'idée lancée par le président français Emmanuel Macron d'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine pour surveiller un futur cessez-le-feu. Le président ukrainien multiplie les rencontres diplomatiques à l'approche de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche lundi. Le prochain président américain a critiqué à de nombreuses reprises le montant de l'aide militaire et humanitaire que Washington accorde à Kiev depuis le début de la guerre. Il a également assuré qu'il mettra fin au conflit dans les 24 heures suivant son entrée en fonction, sans toutefois donner plus de détails. Derrière ces barreaux, Alexei Lipster, Igor Sergounine et Vadim Kobzev. Anciens avocats de l'opposant Alexei Navalny, les trois hommes poursuivis pour extrémisme ont été condamnés ce vendredi lors d'une audience à huis clos à des peines allant de 3 à 5 ans et demi de prison. Selon un communiqué du tribunal, seul l'un d'entre eux a plaidé coupable au cours de ce procès qui se déroulait depuis mi-septembre dans un tribunal de Petrouchki, situé à une centaine de kilomètres au nord-est de Moscou. Les trois avocats avaient été arrêtés en 2023 lorsqu'Alexei Navalny était encore vivant. Ce dernier était incarcéré depuis 2021 jusqu'à sa mort en février 2024. Selon les enquêteurs, ces avocats sont accusés de lui avoir transmis des documents lui permettant de planifier et commettre des crimes extrémistes depuis sa cellule. Les trois hommes affirment pour leur défense que le dossier est fondé sur des écoutes de réunions qu'ils auraient eues avec l'opposant, ce qui constitue selon eux une violation du secret professionnel de la part de l'administration pénitentiaire. Deux autres anciens avocats d'Alexei Navalny qui se trouvent à l'étranger sont visés par un mandat d'arrêt des autorités russes. Emmanuel Macron est à Beyrouth ce vendredi afin de rencontrer les nouveaux dirigeants du Liban, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Lors de sa visite qui fait suite à l'accord de cessez-le-feu de 60 jours entre Israël et le Hezbollah, le président français a appelé à l'accélération des négociations pour une trêve durable. Des résultats ont été obtenus, un premier retrait israélien opéré à l'ouest, mais ils doivent s'accélérer, se confirmer dans la durée. Et il faut un retrait total des forces israéliennes, un monopole total de l'armée libanaise sur les armes. C'est pourquoi nous soutenons, je le redis ici avec force, la montée en puissance des forces armées libanaises et leur déploiement dans le sud du pays. Déjà plongé dans une crise économique profonde depuis 2019, le Liban tente de panser ses blessures après une guerre d'un peu plus d'1 an avec Israël. La nouvelle direction libanaise a promis d'œuvrer à sortir le pays de la crise économique et d'imposer l'autorité étatique dans les zones du territoire contrôlées par le Hezbollah. Lors de son déplacement, Emmanuel Macron doit également se rendre dans le sud du Liban, où les troupes françaises sont déployées dans le cadre d'une opération de maintien de la paix de l'ONU. Le gouvernement israélien annonce que les premiers otages pourraient être libérés dès dimanche, dont 2 ressortissants franco-israéliens selon le président français Emmanuel Macron. Cette annonce intervient alors que le gouvernement israélien a évoqué des obstacles de dernière minute à la finalisation du cessez-le-feu annoncé mercredi par les médiateurs qataris et américains. Celui-ci prévoit l'arrêt des combats pendant 42 jours, un retrait des troupes israéliennes des zones peuplées de Gaza et l'échange de 33 otages détenus par le Hamas contre des prisonniers palestiniens. Pour entrer en vigueur dimanche comme prévu, cet accord doit encore être approuvé définitivement par le gouvernement israélien. Le cessez-le-feu permettrait également à des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de retourner chez eux, même si beaucoup d'entre eux ont perdu leur habitation dans les bombardements. Alors que le cessez-le-feu a été annoncé par les médiateurs mercredi, le vote d'approbation a été retardé jeudi par Israël, qui accuse le Hamas d'être revenu sur certains points de l'accord afin d'obtenir de nouvelles concessions. Des affirmations que le groupe militant conteste, un haut responsable déclarant que le Hamas est attaché à l'accord annoncé par les médiateurs. Benyamin Netanyahou devrait convoquer le cabinet de sécurité dans le courant de la journée de vendredi. Une réunion plénière du cabinet devrait ensuite avoir lieu samedi soir, juste avant la mise en œuvre prévue du cessez-le-feu. La guerre fait rage depuis 15 mois à Gaza, après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, où le groupe a tué 1200 personnes et en a pris 251 autres en otage. Israël a répondu par une offensive dévastatrice qui a tué plus de 46 000 Palestiniens. La campagne militaire a rasé de vastes étendues de Gaza et forcé environ 90% de la population à quitter leur habitation. Ce lancement devait être une démonstration de force pour SpaceX, quelques heures après le premier vol en orbite de la fusée de Blue Origin, la société spatiale du milliardaire Jeff Bezos.
Lors d'un nouveau vol d'essai jeudi depuis une base spatiale au Texas, SpaceX a réussi à rattraper le premier étage de sa méga fusée Starship. En effet, après la séparation des deux étages, le propulseur Super Heavy est redescendu vers la zone de lancement. L'entreprise d'Elon Musk a réussi cet exploit technique pour la deuxième fois, pourtant il s'agit d'un succès en demi-teinte. SpaceX a ensuite annoncé avoir perdu tout contact avec l'étage supérieur qui a explosé, ce qui a donné lieu à des traînées de débris dans le ciel similaires à une pluie d'étoiles filantes. Une scène commentée par Elon Musk sur son réseau social X, le patron de SpaceX a déclaré « Le succès est incertain, mais le divertissement est garanti ». Le célèbre réalisateur américain David Lynch est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Si la cause de son décès est encore inconnue, David Lynch avait révélé en 2024 qu'il souffrait d'emphysème, une maladie qui détruit les parois des alvéoles pulmonaires. Il laisse derrière lui une œuvre légendaire qui mêle l'horreur, le film noir et le surréalisme. Après des études de peinture, David Lynch a marqué l'industrie cinématographique en 1977 avec le film surréaliste Eraserhead. Il a par la suite connu un succès international avec des films tels qu'Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet ou encore Sailor et Lula, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1990. Son dernier long métrage, Inland Empire, est sorti en 2006. Le réalisateur, mais également scénariste, acteur, peintre et musicien, a aussi posé les bases des séries télévisées modernes, avec les 2 premières saisons de Twin Peaks au début des années 90. Une histoire que David Lynch a continuée en 2017 avec Twin Peaks The Return, le dernier grand projet de sa carrière. Le réalisateur a reçu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière en 2019. Steven Spielberg a salué un réalisateur visionnaire. Et Naomi Watts a exprimé sa profonde tristesse, affirmant que c'est David Lynch qui l'a fait connaître au grand public avec Mulholland Drive.